Bon voilà, je vois que là, on a pas mal de participants, donc je vais vous proposer de démarrer. Alors, bonjour à tous. Donc, avant toute chose, je pense qu'il est encore temps de vous souhaiter une très belle année 2022, donc meilleurs vœux à tous. Je me présente rapidement, Damien Demenay, président du bureau, APDC pour, la région des Hauts-de-France et directeur financier du groupe Argocine, dont l'activité principale est la gestion de participations financières, notamment dans le domaine du crédit et du courtage en assurance. Alors, j'aurais préféré qu'on puisse se réunir physiquement, mais voilà, cette année encore, on s'adapte. En tout cas, je suis heureux d'être avec vous ce matin en webinar pour notre rendez-vous annuel autour de l'actualité fiscale qui sera animé par KPMG Avocats et le soutien de notre partenaire historique KPMG qui accompagne l'APDC des Hauts-de-France depuis bientôt 15 ans maintenant. Donc, je les remercie dès à présent. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'APDC, donc l'APDC est un réseau qui regroupe des professionnels dans les métiers de la comptabilité, de la finance et de la gestion. Depuis 75 ans, notre association permet à ses membres d'échanger et de partager les expériences et les problématiques que nous pouvons rencontrer dans nos métiers. La PDC, c'est également un ensemble de partenaires, donc APMG, associés à notre engagement à la fois par leur expertise, mais aussi par la transmission d'une veille technique et technologique. Enfin, j'aime à rappeler que la PDC est aussi active dans la promotion de nos métiers et leurs évolutions. À titre d'exemple, la PDC décerne depuis plusieurs années un prix du meilleur mémoire auprès des écoles et des universités que nous accompagnons. Voilà, je laisse à présent la parole à Arnaud en vous rappelant que la présentation sera disponible au format PDF pour les adhérents, comme d'habitude via le site de la PDC. Et je vous souhaite un bon webinar. Merci Damien. Bonjour à tous. Donc, je suis Arnaud Delpierre, associé audit chez KPMG au bureau de Marc en Barœul. Alors, au nom de KPMG, pour compléter les mots de bienvenue de Damien, au nom de KPMG Avocats et Entreprises et Cités, je vous souhaite à mon tour la bienvenue à ce webinaire et j'en profite aussi pour vous souhaiter une belle année 2022. Alors, le but de ce webinaire, c'est bien de réaliser un tour d'horizon de l'actualité fiscale pour vos entreprises à l'aune de cette nouvelle année. Nos experts vous présenteront une synthèse de cette actualité qui va vous permettre de prendre en compte, évidemment, ces évolutions fiscales dans vos arrêtés de compte 2021, mais aussi d'identifier les sujets à traiter dans l'année qui vient et pour que vous soyez prêts aux prochaines échéances. Et évidemment, je pense à la facturation électronique qui sera sûrement un sujet qui va vous occuper en 2022. Alors, avant de passer la parole à nos experts, je vous présente les 4 intervenants de ce matin. Marie-Pierre O, donc, qui est avocate associée chez KPMG Avocats et responsable de la doctrine fiscale. Sophie Loy, qui est superviseur, KPMG Avocats et au bureau de Marc en Barœul. Arnaud Morène, avocat associé et expert TVA. Et Pierre Pétraud, qui est aussi fiscaliste confirmé au bureau KPMG Avocats de Marc en Barœul. Alors, quelques précisions pratiques pour que le webinaire se déroule le mieux possible. Alors, cette présentation va durer environ 1h30. Ça dépendra aussi du nombre de questions auxquelles nos experts auront à répondre. Alors, entre chaque thème, on essaiera de poser une ou deux questions. Damien et moi, ou les intervenants, prendront les questions qui seront dans le chat. Toutefois, s'il y a trop de questions, les experts s'engagent à vous répondre par écrit, individuellement, aux questions qui n'auront pas pu être posées au cours de ce webinaire. Alors, pour poser la question, ce n'est pas très compliqué. Si vous n'avez pas le chat qui apparaît à droite de votre écran, il suffit de cliquer sur le bouton chat qui figure dans votre menu de ces webinaires. Enfin, dernière précision technique, toutes les personnes qui sont inscrites, connectées ou non, recevront le lien pour revoir, si besoin, ce webinaire. Bon, maintenant, j'espère que vous êtes confortablement installés. Alors, c'est parti. Damien et moi vous souhaitons un bon webinaire. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors nous sommes ravis d'échanger avec vous ce matin sur l'actualité fiscale et la loi de finances.
La loi de finances 2022, qui vient d'être votée, ne prévoit pas de grands bouleversements. C'est une loi de finances de fin de mandat, fin de quinquennat et qui suit de près une loi de finances rectificative qui a été votée en juillet. Elle contient surtout des mesures qui sont très techniques, à la fois en matière de fiscalité directe et indirecte. Et ce constat, il est contrebalancé par le fait qu'il y a de grandes réformes qui se profilent, à la fois sur la scène internationale, portée par l'OCDE ou l'Union européenne, et plus près de nous, comme Arnaud l'a dit, la réforme de la facturation électronique et celle du e-commerce. Avec Sophie Éloi, Arnaud Morel et Pierre Pétraud, nous vous proposons comme programme, pour cette matinale, celui qui apparaît sur l'écran. Tout d'abord, en matière de fiscalité directe, l'année a encore été marquée, par la crise sanitaire et on a choisi de revenir sur 2 préoccupations qui sont, fréquemment rencontrées par les entreprises. À la fois le plafonnement des aides, gouvernementales qui ont été accordées et en matière de fiscalité, le risque de créer une base taxable dans un pays où les salariés, télétravaillent. Nous poursuivrons ensuite avec les nouveautés de la loi de finances pour 2022, dont un amortissement, temporaire, déductible fiscalement des fonds commerciaux acquis et un aménagement au dispositif du carry-back. Et puis aussi, comme chaque année, dans la loi de finances pour 2022, un certain nombre de mesures afin de soutenir l'innovation et ça sera l'occasion de revenir sur les dernières avancées jurisprudentielles en matière de sous-traitance pour le calcul du crédit d'impôt recherche. Ensuite, nous aurons une séquence consacrée à l'actualité internationale, une actualité qui est très riche avec des réformes, portées par l'OCDE et l'Union européenne. Et puis, en matière de fiscalité indirecte, l'actualité est également très riche. Elle implique de préparer les grandes réformes de demain. On abordera ainsi la réforme de la facturation électronique, du e-commerce et du groupe TVA, ainsi que les mesures contenues dans la loi de finances pour 2022. Et on finira cette matinale en abordant l'évolution des relations des contribuables avec l'administration fiscale. C'est un sujet qui est très actuel, en raison notamment de l'arrivée d'une nouvelle personne dans la relation entre l'administration et le contribuable. C'est le tiers de confiance et on verra ça dans le cadre de l'examen de la conformité fiscale. Alors on va commencer tout de suite avec notre, 1er terme, qui est consacré à la crise sanitaire et 1er sujet de préoccupation, les plafonds qui sont, applicables dans le cadre de la gestion des aides gouvernementales et la question de la restitution de ces aides. En fait, les aides gouvernementales, elles ont été nombreuses, elles sont devenues plus ciblées au fil du temps, mais il n'en reste pas moins qu'elles ont été massives et certaines d'entre elles étaient soumises à un plafonnement. C'est un sujet un petit peu épineux. Ce plafonnement, c'est un risque de restitution qui est, certain pour les entreprises et qui doit être du coup un point d'attention fort. Il soulève plusieurs questions. Tout d'abord, d'où vient cette règle et aussi comment l'appréhender? Tous les États membres ont été amenés à mettre en place différents types d'aides dans le cadre de la crise sanitaire, sous réserve de l'application de la réglementation européenne des aides d'État. Lorsque ces aides, accordées par les États membres ne bénéficient pas à la généralité des entreprises, leur octroi est encadré par une communication de la Commission européenne qui date du 13 mars 2020, et qui s'assure que les aides accordées jouent leur rôle de soutien de l'économie, mais sans fausser la concurrence. Et cet encadrement, communautaire, il va rester en vigueur jusqu'au 30 juin 2022 puisque la Commission vient de le prolonger de 6 mois. Donc, les aides sélectives et sectorielles qui peuvent être accordées sont conditionnées et pour certaines d'elles plafonnées. Et l'encadrement temporaire, en fait, il catégorise les différents types d'aides qui peuvent être octroyées et pour chaque catégorie, il donne les conditions à satisfaire. Et dans ces conditions, il y a parfois un plafonnement. Ce qu'il faut bien avoir en tête, premièrement, c'est que le plafonnement, il s'apprécie sur toute la période de l'encadrement temporaire, c'est-à-dire de mars 2020 à juin 2022, toute la période couverte par l'encadrement temporaire. La seconde, c'est que le plafond, il s'apprécie au niveau du groupe, selon le critère dit de l'entreprise unique. Alors c'est un terme qui peut paraître un petit peu trompeur, mais c'est une règle classique, standard, non contestable du droit européen des aides d'État. On y reviendra un petit peu plus tard, mais cette appréciation du plafond au niveau du groupe, c'est la principale source de difficulté pour les entreprises. Alors, ce que vous voyez sur le slide, ce sont les différentes catégories d'aides qui sont soumises à un plafond. Et on voit que le plafond, il est différent, selon la catégorie d'aide concernée. Il est même différent dans son montant, mais dans son champ d'application.
Le plafond qui pose le plus de difficultés, c'est celui du plafonnement global de 2,3 millions d'euros applicable aux aides dites de montant limité. Puisque vous voyez que dans ce plafonnement global, sont regroupées une série d'aides. Vous le voyez, il y a à la fois, les avantages fiscaux et sociaux sélectifs. Donc en France, on trouve le crédit d'impôt loyer, le dégrèvement, de CFE, mais aussi les aides au paiement des cotisations sociales et exonérations de charges sociales, qui ont changé de catégorie d'aide au cours de l'été, on va en reparler. Et dans la même catégorie, on trouve les aides versées au fonds de solidarité. Donc toutes ces aides sont, soumises au même plafond global de 2,3 millions d'euros. Et à côté de ce plafonnement global, par exemple, on va trouver des aides qui ont leur propre plafond. C'est le cas de l'aide, coût fixe qui, prévoit son propre plafond, un plafond autonome fixé désormais à 12 millions d'euros. Alors, quels sont les risques en cas de dépassement d'un des plafonds prévus par l'encadrement temporaire? Le risque, c'est d'avoir à rembourser la fraction excédentaire qui a été perçue et augmenter des intérêts de retard. Et ce qu'il faut préciser, c'est que les autorités françaises peuvent être contraintes par la Commission européenne, de solliciter auprès des entreprises en cause le reversement de l'aide. Et pourtant, hem, déterminer si le plafond a été atteint, c'est assez complexe. Il y a plusieurs sources à cette, complexité. Ce qu'on peut citer comme raison, d'abord, le plafond global, il avait été initialement fixé à 800 000 €. Il a été augmenté, relevé au fil du temps à 1,8 million d'euros et aujourd'hui, il est fixé à 2,3 millions d'euros. Donc un plafond évolutif. Des aides qui peuvent entrer dans la catégorie d'avantages fiscaux et sociaux, qui sont très nombreuses, avec des nouvelles aides créées au fil du temps, voire des aides qui sont aménagées au fil du temps. Et enfin, la notion d'entreprise unique, la notion de groupe, ça appelle à une vigilance spécifique, notamment s'agissant des exonérations et aides au paiement des cotisations sociales, les aides qu'on a dénommées, Covid-1, Covid-2 et Covid-3. Pourquoi une attention particulière? Parce que beaucoup d'entreprises n'ont été formellement informées qu'extrêmement tard du fait que le plafonnement global de alors 1,8 million, désormais 2,3 millions, devait s'apprécier au niveau du groupe. Et quand l'administration a précisé ce point, certaines entreprises avaient déjà excédé au niveau du groupe le plafond global. Alors conscient de la difficulté, le gouvernement a obtenu pendant l'été un, reclassement de ces aides dans une catégorie non conditionnée au respect d'un plafond. Heu, donc il y a 2 situations qui se dessinent au niveau d'une date pivot qui était le 1er août 2021. Les exonérations et aides au paiement des cotisations sociales qui sont déclarées depuis le 1er août 2021 et jusqu'au 30 juin 2022, quelle que soit la période d'emploi à laquelle, elles se rattachent depuis février 2020, ne sont plus soumises au plafond global de 2,3 millions d'euros. Seulement, c'est pas parce qu'il y a plus de plafond, qu'il y a plus de conditions et donc l'employeur doit satisfaire à 2 conditions. Justifier avoir rencontré depuis mars 2020 des difficultés qui auraient pu justifier un ou plusieurs licenciements pour motif économique et d'autre part s'engager à maintenir dans l'emploi pendant 3 mois les salariés concernés par les aides sollicitées. Mais ce que ça n'a pas changé cette 1re modification, c'est la situation des entreprises qui avaient au 1er août 2021 déjà excédé, le plafond de, 1,8 million d'euros fixé alors. Et pour ces entreprises, l'administration vient de mettre à jour ses instructions et elle a prévu une tolérance. Donc lorsque le dépassement du plafond constaté au 1er août 2021 pour les versements antérieurs et au moins en partie liés à des exonérations, des déclarations d'exonération et d'aide au paiement des cotisations, sociales, l'administration va admettre que ces exonérations ou aides au paiement ne donnent pas lieu à restitution. Là encore, attention, 2 conditions doivent être satisfaites pour bénéficier de cette tolérance. L'employeur va devoir être en capacité de justifier avoir rencontré des difficultés qui auraient pu justifier un ou plusieurs licenciements pour motif économique. Et d'autre part, ces aides devront avoir concouru au maintien de l'emploi des salariés concernés, ce qui implique que l'entreprise n'ait pas eu recours à un plan de sauvegarde de l'emploi ou procédé à des licenciements économiques dans les 3 mois suivant la dernière date de déclaration de ces exonérations. Mais en conséquence,
le plafond global, il est saturé et l'employeur ne pourra plus bénéficier des autres aides, restant, elles, soumises au plafond global. En revanche, les exonérations et aides au paiement, pourront continuer à être déclarées postérieurement au 1er août, sous réserve de satisfaire aux conditions qu'on a évoquées. Donc les enjeux sont importants. Peut-être quelques conseils. Compte tenu du caractère massif des aides accordées, on peut anticiper que les conditions d'octroi vont être vérifiées, par les administrations en cause dans les années à venir. Donc il est nécessaire que les entreprises soient capables de cartographier les aides qu'elles ont reçues, au niveau du groupe et qu'elles soient capables de catégoriser ces aides dans les différentes catégories de l'encadrement temporaire. Hem, donc cartographier, catégoriser, tout ça au niveau du groupe, les aides qui ont été perçues du fait des difficultés rencontrées au cours de la crise sanitaire. Avec un focus particulier sur les exonérations et aides au paiement des charges sociales, qui ont changé de catégorie pendant l'été et pour laquelle il peut y avoir soit, si on n'avait pas excédé le plafond, on avait bien respecté le plafond, on avait compris les règles au 1er août 2021, il peut peut-être y avoir un reliquat d'aide à aller chercher et un dossier, justificatif à préparer et même cas pour, les entreprises qui avaient excédé le plafond au 1er août 2021 pour bénéficier de la tolérance, un dossier justificatif également à tenir à disposition de l'administration. Donc c'est un sujet dont il faut sans doute, se saisir sans tarder si ça n'a pas déjà été, fait. Autre préoccupation liée à la crise sanitaire, le télétravail, la mobilité des salariés et le risque qu'il engendre pour, l'employeur en matière de territorialité de l'impôt. Oui, bonjour à tous. Oui, en effet, Marie-Pierre, comme on le voit, la crise sanitaire, finalement, qu'on pensait être beaucoup plus courte dans le temps qu'elle ne l'est au final, a des pour exercer leur activité et aussi celle dont le personnel doit nécessairement être présent pour pouvoir assurer la poursuite de l'activité de la structure. À côté de ça, et puis parce que le temps a passé, un certain nombre d'entreprises a pu se mettre en capacité de proposer à leurs employés de télétravailler. Ce qui est finalement une solution alternative, justement, dans ce cadre de crise sanitaire. Pour autant, cette mise en place du télétravail, et notamment dans les sociétés frontalières qui recourent à des employés qui travaillent dans un pays et vivent dans un autre pays, a posé et soulevé un certain nombre de questions, notamment quid au regard pour le travailleur de son régime, mais aussi pour l'employé, pour la société, pardon. Et du coup, un certain nombre de réponses ont été apportées, parfois floues, parfois plutôt précises, qu'on va pouvoir voir ensemble. Alors côté travailleur, la question se posait de son imposition et surtout de son assujettissement à la sécurité sociale. Vous savez, dans le cadre de l'Union européenne et d'autres pays qui n'appartiennent pas à l'Union européenne, mais qui ont des accords tels que la Suisse avec la France, par exemple, il existe un règlement qui permet de déterminer, quand je travaille dans un État, mais que je réside dans un autre, quel est le régime de sécurité sociale qui s'applique. Et ce bouleversement de mode de fonctionnement du travail, et donc le télétravail, le fait de travailler sur son lieu de résidence et non plus dans un autre État, a posé un certain nombre de questions. Notamment parce que, sans revenir dans le détail sur ces règlements, mais on considère globalement que si vous travaillez à minima 25% de votre temps dans votre pays de résidence, vous êtes assujetti à la sécurité sociale de votre pays de résidence. Ce qui peut provoquer effectivement un changement pour le travailleur, puisque si hier, avant la crise, le travailleur travaillait à 100% dans un autre État, avec le télétravail, il est amené à travailler 100% ou un peu moins, mais en tout cas peut-être plus de 25% chez lui ou dans un bureau qui lui est dédié dans son pays de résidence. Dans ce cas, changement d'assujettissement au régime de la sécurité sociale, et il relèverait dans ce cas
du régime de sécurité sociale dans son état de résidence. Donc, grosse interrogation en termes de couverture et de protection du travailleur. De la même manière, lorsqu'on travaille, on paie ses impôts en principe là où on effectue de manière réelle son activité. C'est-à-dire que si je travaille dans un État membre frontalier, dans ce cas, je vais payer en principe mes impôts dans ce pays frontalier et non pas dans mon pays de résidence, globalement. Alors, du coup, la mise en place du télétravail a un vrai enjeu sur ces 2 points. Et donc, pour simplifier et pour éviter un bouleversement complet qui concerne beaucoup de travailleurs frontaliers, le sujet a été il y a eu des accords amiables qui ont été mis en place avec les principaux États frontaliers de la France, en insistant sur le fait qu'aucune incidence sur le régime ni fiscal ni de sécurité sociale ne devait avoir lieu du fait de la mise en place presque obligatoire du télétravail en ce temps de crise sanitaire. Alors, côté régime de sécurité sociale, assujettissement à la sécurité sociale, il y a même une proposition qui a été présentée auprès de l'Assemblée nationale. L'objectif étant justement pour demain d'assouplir ces conditions d'assujettissement, ce fameux 25% de travail effectif dans le pays de résidence, d'assouplir ce quota pour ne pas se retrouver dans des situations un petit peu compliquées pour et l'employeur et l'employé. Et donc, ça, c'est pour préparer finalement le post-Covid, puisqu'on sait que le Covid a finalement modifié beaucoup d'habitudes dans les entreprises, que le télétravail va certainement se généraliser et pas qu'en situation de crise sanitaire. Et donc, l'objectif, c'est véritablement sur une base d'un certain nombre de faits réels de la situation, peut-être d'ajuster, d'avoir une souplesse dans cet assujettissement à la sécurité sociale. Alors ça, c'est côté travailleur. Donc, on voit qu'effectivement, un certain nombre de tolérances ont été mises en place pour permettre aux travailleurs de se retrouver dans une situation presque lissée, comme avant le Covid, et pas avoir un véritable bouleversement à titre de taxation, mais aussi de sécurité sociale. Maintenant, côté employeur, se pose aussi la question de savoir quels sont les impacts finalement pour l'employeur. Parce que le fait d'avoir des travailleurs qui finalement n'exercent plus sur son territoire, mais dans leur territoire de résidence, peut entraîner un certain nombre de conséquences fiscales qui ne sont pas négligeables. Et notamment, peuvent créer ces travailleurs frontaliers via le télétravail, peuvent créer ce qu'on appelle une notion d'établissement stable de la société employeur dans l'état de résidence du travailleur. Alors, pour rappel, l'établissement stable, c'est finalement le fait d'avoir une installation dans un autre état qui a un certain degré de fixité, tant d'un point de vue temporel que géographique. C'est-à-dire que ce n'est pas juste à un instant T le fait d'exercer l'activité économique sur un autre État. Il faut véritablement qu'il y ait une permanence dans l'autre État. Alors, la conséquence de cette notion de qualification d'un établissement stable en matière d'impôt sur les sociétés, c'est quoi? C'est un risque de qualification et d'imposition, du coup, dans l'autre État. Et donc, finalement, une imposition dans 2 États et potentiellement une double imposition, ou en tout cas une double imposition partielle. Alors, une tolérance, ou plutôt des précisions suite à une jurisprudence du Conseil d'État ont pu être apportées sur les recommandations d'ailleurs de l'OCDE, qui est venu préciser finalement ce qu'il fallait entendre du fait du télétravail par notion d'établissement stable. Est-ce que le fait d'avoir un ou plusieurs travailleurs frontaliers exerçant en télétravail dans un autre État qualifiait ce degré de fixité temporelle et géographique de la société sur l'autre État et donc un établissement stable imposable dans cet État. Alors, la limitation a été portée et justement pour assurer une certaine sécurité au niveau des sociétés. Et l'objectif était de dire finalement, effectivement, le télétravail, c'est l'exercice de l'activité sur l'autre territoire. Pour autant,
quand bien même ce télétravail représente finalement un point, réel d'ancrage de l'activité économique, le fait de ne pas mettre à disposition ou de ne pas exiger finalement du salarié, le fait de travailler chez lui en télétravail sur son état de résidence n'est pas considéré finalement comme, suffisant pour qualifier un établissement stable. Donc ça permet quand même de sécuriser la position de la société employeur. Finalement, le télétravail n'a pas été une exigence qui vient de l'entreprise. Le travailleur peut télétravailler, mais sans obligation faite par l'employeur. Dans ce cas, on n'a pas d'établissement stable qui serait reconnu. Alors, bien sûr, c'est plutôt une situation positive, en tout cas une application et une vision, de l'établissement stable qui est positive pour un certain nombre d'entreprises, frontalières de la France. Pour autant, il faut quand même bien faire attention, même si cette lecture nouvelle de l'établissement stable, elle permet d'écarter dans bien des situations cette notion d'établissement stable et donc d'imposition dans l'autre pays. Pour autant, il faut toujours rester vigilant parce que chaque situation est différente. Et donc, c'est vraiment avec un regard très factuel qu'il faudra systématiquement s'assurer de l'existence ou non, de la qualification ou non d'un établissement stable dans l'autre pays. Et c'est une analyse qu'il faudra faire de manière régulière pour s'assurer qu'on ne bascule pas dans la qualification d'établissement stable dans l'autre pays, parce que la qualification d'établissement stable dans l'autre pays entraîne un certain nombre d'obligations déclaratives, mais aussi de taxation et d'imposition sur le sol du territoire, du lieu du télétravail du salarié. Donc voilà, c'est un certain nombre de choses sur lesquelles il faut rester très vigilant et il ne faut pas négliger ce point parce que si vous êtes qualifié d'établissement stable, demain, dans un autre État, vous devez vous mettre en conformité avec cette législation et notamment payer l'impôt sur les sociétés ou l'impôt équivalent dans un autre État des sociétés dans ce pays. Alors peut-être, alors je vois qu'il n'y a pas de questions, mais peut-être qu'effectivement, du coup, le fait de devoir payer l'impôt, notamment, pour les entreprises qui sont dans un autre État, par exemple la Belgique, l'Allemagne, le fait d'être qualifié d'établissement stable nécessitera, du coup, de s'interroger sur la fiscalité directe qui existe au niveau des entreprises en France. Donc, Marie-Pierre, je te laisse du coup nous développer les actualités sur la fiscalité directe en France pour 2022 et les années à venir. Ton micro est coupé, Marie-Pierre. Marie-Pierre, on ne t'entend pas. J'avais coupé mon micro, pardon. Effectivement, donc on va aborder maintenant les nouveautés en matière de fiscalité directe des entreprises, et 2 mesures qui sont dans la loi de finances pour 2022. Mais en préalable, on va noter déjà ensemble que, la trajectoire de la baisse du taux normal, d'impôt sur les sociétés n'a pas été modifiée par cette loi de finances. Donc depuis le 1er janvier 2022, le taux normal de l'IS, il est bien passé à 25 pour toutes les entreprises sur la totalité, du bénéfice, hors contribution sociale éventuelle. Donc à 25 on a rempli, les objectifs, du président, Macron qui avait prévu cette trajectoire de baisse de l'IS pour nous ramener dans la moyenne européenne. Ce qu'on peut juste dire, c'est que la moyenne au niveau de l'OCDE, elle s'établissait à 20 en 2021. Donc on est encore un petit peu au-dessus, mais c'est la première baisse générale et puis on va enfin pouvoir répondre à la question simple de: «Quel est le taux de l'IS?» Eh bien le taux de l'IS, c'est, le taux normal avant contribution sociale, c'est 25 quant au taux réduit de 15 il continue de s'appliquer sans changement. Donc ça, pas de modification dans la loi de finances. Hem, la loi de finances pour 2022, elle intègre le volet fiscal du plan en faveur des travailleurs indépendants qui avait été présenté en septembre dernier par l'exécutif. Et parmi les mesures prévues en matière de fiscalité des entreprises, on va trouver la possibilité temporaire d'amortir, fiscalement le fonds commercial. Si on regarde d'un point de vue comptable, seuls peuvent être amortis les actifs immobilisés dont la durée d'utilisation est limitée.
Or, le fonds commercial, étant présumé avoir une durée d'utilisation non limitée, il ne peut pas être amorti, sauf dans le cas où, l'entreprise apporte la preuve contraire, la preuve d'une utilisation limitée. Il est toutefois permis aux petites entreprises d'amortir leurs fonds commerciaux sur 10 ans, et ce, même si les durées d'utilisation de ces fonds, ne sont pas limitées dans le temps. D'un point de vue fiscal maintenant, la jurisprudence, elle semblait admettre l'amortissement fiscal du fonds commercial, sous certaines conditions, lorsqu'il était prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que, ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendraient fin à une date déterminée. Première modification, qu'apporte la loi de finances, c'est qu'elle instaure dans le code général des impôts un principe général de non-déductibilité fiscale des amortissements des fonds commerciaux. Et donc, la jurisprudence du Conseil d'État dont vient juste de vous parler serait désormais plus applicable, et ce, dès les exercices clos le 31 décembre 2021. Donc, un principe inscrit de non-déductibilité dans le Code général des impôts. Alors, toutefois, à titre dérogatoire et temporaire, les amortissements qui pourront être comptablement constatés pour les fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 seront, eux, de façon dérogatoire, déductibles fiscalement. C'est une mesure de sortie de crise Covid afin de favoriser les opérations d'acquisition et de reprise de fonds commerciaux. Autre modification qu'on trouve dans la loi de finances, c'est un aménagement du dispositif du carry back. Cet aménagement, il concerne les modalités de détermination du bénéfice d'imputation. Puisque dans le carry back, le carry back, c'est la faculté pour une société soumise à l'IS d'imputer sur le bénéfice réalisé au titre de l'exercice précédent les déficits subis au titre d'un exercice dans la limite du plus faible des montants entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant d'1 million d'euros. Et ces déficits, ils s'imputent sur un bénéfice d'imputation, c'est le bénéfice réalisé au titre de l'exercice précédent minoré de certains montants qu'on voit sur le slide. Jusqu'à présent, les réductions d'impôts n'impactaient pas ce bénéfice d'imputation, à la différence des crédits d'impôt qui, eux, venaient réduire ce bénéfice d'imputation. Pour le report en arrière des déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021, les bénéfices qui auront donné lieu à un impôt, acquittés au moyen de réduction d'impôt cette fois, seront également, comme les crédits d'impôt, exclus de la base d'imputation du report en arrière. Ça concerne notamment et surtout la réduction d'impôt mécénat. Donc voilà pour les nouveautés en matière de fiscalité directe des entreprises. L'actualité, elle est également chargée en matière de fiscalité de l'innovation, et Sophie va nous en dire plus. Oui, alors effectivement, côté innovation, finalement, c'est peut-être aussi une manière de sortir de la crise, hein, dont on parlait tout à l'heure, en tournant les entreprises vers l'avenir, ce qui est plutôt une bonne chose. Et l'actualité en cette fin d'année a véritablement axé l'innovation comme point de mire à garder, avec un certain nombre de mesures, notamment en matière de crédit d'impôt recherche, innovation, mais aussi sur les jeunes entreprises innovantes ou encore sur la création d'un nouveau crédit d'impôt qu'on développera jusqu'ensuite. Donc, en matière effectivement de crédit d'impôt recherche, on a eu une jurisprudence plutôt intéressante qui est venue préciser finalement quelles prestations pouvaient être prises dans les dépenses du crédit d'impôt recherche, et notamment les prestations de services qui sont sous-traitées. Alors, on a plusieurs arrêts du Conseil d'État qui sont intervenus et finalement qui sont venus nous préciser que certaines dépenses qui ont été sous-traitées par une entreprise auprès d'organismes agréés, bien sûr, peuvent être prises dans le cadre et dans l'assiette du calcul du crédit d'impôt recherche, quand bien même, prises isolément, ces dépenses ne constitueraient pas des dépenses éligibles au crédit d'impôt. L'objectif, c'est finalement de regarder l'ensemble des travaux de recherche et voir si finalement ces dépenses s'inscrivent dans la recherche complète. Alors qu'effectivement, prise seule, ça n'est pas de la recherche en tant que telle. Et donc, cet arrêt est vraiment important
parce que il va pouvoir finalement prendre une base plus large de prestations de services qui ont été sous-traitées, qui n'avaient pas été jusque-là prises en compte par la société qui bénéficie du crédit d'impôt recherche. Et surtout, ça va permettre potentiellement, sur les crédits d'impôt recherche déposés au titre des années précédentes, de faire une réclamation sur ces dépenses qui n'avaient pas été prises en compte, mais qui finalement ont bien été qualifiées d'éligibles au crédit d'impôt au regard de la recherche qui est réalisée par l'entreprise. Donc, bien évidemment, dans le cadre d'une telle réclamation, et d'ailleurs pour les prestations que l'on souhaiterait prendre pour les prochains crédits d'impôt recherche, il faut bien sûr faire attention à la nature de ces dépenses et ce dans quoi elles s'inscrivent, dans quel projet elles s'inscrivent. Si effectivement le projet en lui-même s'inscrit bien dans un projet de recherche en tant que tel et que ces prestations de services y sont directement rattachables. Donc il faut faire attention et faire un véritable point sur les contrats qui sont signés avec ces prestataires agréés et auxquels on a demandé de réaliser un certain nombre de dépenses et de prestations pour pouvoir les intégrer dans l'assiette du crédit d'impôt recherche. Alors, on a eu des précisions ont été apportées et notamment sur l'utilisation dans le cadre d'un crédit d'impôt recherche sur ces organismes. Alors effectivement, le point était de savoir est-ce que l'entreprise de sous-traitance a la capacité elle-même d'utiliser ses dépenses engagées pour la détermination de son propre crédit d'impôt. La réponse est non. Effectivement, l'objectif, ce n'est pas de faire doublon, c'est-à-dire utiliser les dépenses engagées pour la détermination du crédit d'impôt recherche pour la société prestataire et pour la société cliente qui a missionné finalement le sous-traitant. Et donc, c'est bien une seule fois que ces dépenses pourront être prises en compte dans le cadre du crédit d'impôt recherche. Donc, si ces dépenses font partie effectivement d'une demande de la société cliente auprès du prestataire et qu'elle rentre bien dans le cadre de ses projets de recherche, alors ces dépenses ne pourront être prises en compte que par la société cliente et non par le prestataire agréé qui réalisera ces dépenses. Donc, c'est très important. Pas de doublon entre la prise en compte des dépenses de crédit d'impôt recherche chez le prestataire et chez le preneur de la prestation, c'est-à-dire le client. Donc, encore une fois, grand point d'attention sur qui prend en charge quoi et pour qu'il n'y ait pas de doublon et donc redressement potentiel en cas de contrôle fiscal. Et donc, il faut faire véritablement un audit sur les contrats existants, sur la méthode qui est réalisée et la manière aussi dont sont réparties les charges pour s'assurer de pouvoir rendre ces dépenses éligibles, d'une part, au crédit d'impôt recherche, mais surtout de s'assurer qu'elles ne sont pas prises deux fois, une fois par le prestataire, une fois par le client. Et donc, normalement, c'est bien à l'entreprise cliente, si elle remplit toutes les conditions, de pouvoir utiliser ces dépenses dans le cadre de son crédit d'impôt recherche à elle et non à l'entreprise prestataire. Donc ça, c'est les premières précisions jurisprudentielles que nous avons eues dans le cadre du crédit d'impôt recherche. Autre mesure, en matière cette fois de crédit d'impôt innovation, le fameux C2I, qui vise non plus toutes les entreprises, contrairement au crédit d'impôt recherche, qui bénéficient d'un taux de 30% jusqu'à 100 millions et puis de 5% de crédit d'impôt. Le C2I, quant à lui ne vise que les PME et son taux est un peu différent. Alors, ce C2I a été prorogé d'une part et surtout mis en conformité avec le droit européen. Alors, il vise qui? Il vise les micro-entreprises, les petites et les moyennes au sens communautaire. Et ce qui est venu finalement, ce qui a été modifié dans ce crédit d'impôt, c'est d'une part son taux, mais aussi le fait d'être prolongé dans la durée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et notamment parce qu'il y a eu la crise sanitaire et qu'un certain nombre de projets d'innovation ont été stoppés, n'ont pas pu aboutir ou ont été complètement et purement arrêtés,
il a été décidé de proroger les dépenses exposées au titre du crédit d'impôt innovation jusqu'au 31 décembre 2024. Alors, quelles sont les dépenses pour revenir sur la base en fait éligible de ce crédit d'impôt innovation? C'est finalement toutes les dépenses qui sont afférentes à la réalisation d'opérations de conception de prototypes, d'installation pilote de nouveaux produits, alors soit nouveaux produits parce que pas encore mis sur le marché, ou parce qu'ils sont différents des produits déjà existants, soit d'un point de vue technique, soit d'un point de vue de leur conception, de leur ergonomie ou encore de leur fonctionnalité. Donc ça, ce sont les dépenses et les objectifs visés par le crédit d'impôt innovation. Alors, le taux va passer à 30%. Aujourd'hui, il était de 20% sur ces dépenses. Il va passer à 30%. Et pour les DOM, ça va passer à 60%. Alors, ça, ce sont les bonnes nouvelles. Ce qui vient tempérer ces mesures dans le crédit d'impôt innovation, c'est la suppression à partir de 2023 du forfait pour les dépenses de fonctionnement. Ce forfait visait quoi? Finalement, dans les dépenses de fonctionnement, jusqu'à présent, on prenait 75% des dotations aux amortissements et 43% des dépenses de personnel. Ce forfait va être supprimé à compter de 2023, ce qui finalement est un peu la contrepartie des autres augmentations, c'est-à-dire l'augmentation du taux et la prorogation des dépenses qui vont être exposées, non pas jusqu'en 2022, mais bien jusqu'en 2024. Alors, finalement, quand on fait le calcul, il est très probable, dans la majorité des cas, que l'entreprise y perde un peu parce que ce forfait est quand même relativement important. Toujours est-il que c'est censé être à peu près neutre. Voilà, donc c'est une vraie mesure qui va permettre finalement d'inciter les entreprises à continuer à faire de l'innovation et leur permettre de le faire aussi sur une période plus longue. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle encore, c'est l'extension de la durée du bénéfice du statut des jeunes entreprises innovantes. Alors, les jeunes entreprises innovantes, c'est un statut particulier qui permet finalement à ces entreprises nouvellement créées de bénéficier d'un certain nombre d'exonérations sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés en fonction de leur mode d'imposition, d'exonération en matière de CFE, d'exonération en matière de cotisation sociale patronale et d'un remboursement surtout du crédit d'impôt recherche immédiat et non plus imputable sur l'impôt à payer et remboursable au bout de 3 ans. Donc, ce régime existait pour des périodes et pour des entreprises qui étaient créées depuis moins de 8 ans. Et à partir de 1er janvier 2022, ce statut va pouvoir être bénéficié aux PME finalement qui ont moins de 11 ans. Donc, on rajoute 3 années. Encore une fois, toujours aussi parce qu'il y a eu cette notion de crise sanitaire, d'entreprises qui ne se sont peut-être pas lancées ou qui n'ont pas pu mettre les moyens pour réaliser de l'innovation. Donc, c'est un véritable plus, encore une fois, en matière d'innovation, un vrai boost qui est donné par le législateur pour demain. Et enfin, la grande nouveauté de ce début d'année, c'est la création d'un nouveau crédit d'impôt qui s'appelle le crédit d'impôt pour les entreprises ayant conclu des contrats de collaboration avec des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, qui va très certainement prendre l'acronyme de SICO pour être beaucoup plus rapide. Alors, qu'est-ce qu'il vise ce dispositif et pourquoi il a été mis en place? Alors, on se souvient que l'année passée, dans le cadre de la loi de finances pour 2021, une modification en matière de crédit d'impôt recherche a été mise en place, notamment pour les prestations réalisées avec des organismes de sous-traitance
public. Jusqu'alors, les dépenses, avant 2021, les dépenses qui étaient prises en compte via les organismes de sous-traitance publique et permettaient d'avoir un doublement en fait, de ces dépenses qui étaient prises en compte dans la base du crédit impôt recherche pour l'entreprise cliente. Il a été mis fin à ce doublement de ces dépenses et ce qui finalement a un impact important et négatif pour tous les organismes de sous-traitance publique qui demain finalement ne se démarquent plus des sous-traitants privés puisque leurs dépenses étaient prises en compte de la même manière. Alors, le SICO n'a pas vocation à remplacer véritablement ce changement législatif de l'année passée. En revanche, il va permettre d'encourager finalement la recherche collaborative avec des organismes spécifiques, des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, les ORCD, qui, bien sûr, sont agréés par le ministère de la Recherche pour pouvoir bénéficier de l'éligibilité de leurs dépenses dans le cadre de ce crédit d'impôt. Et donc, les dépenses qui seront liées aux contrats qui auront été conclus à partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025 vont pouvoir rentrer dans le cadre de ce SICO. Alors, quelles dépenses sont visées? Ce sont tous les travaux finalement de recherche qui vont être localisés au sein de l'Union européenne ou d'un État coopératif, soit appartenant à l'espace économique européen, soit ayant conclu une convention fiscale avec une assistance administrative pour éviter notamment l'évasion et la fraude fiscale. Alors, les points qui sont importants dans ce SICO, c'est la première chose, c'est qu'il faut avoir conclu au préalable, et j'insiste sur le au préalable, un contrat avec ces organismes à partir du 1er janvier 2022. C'est-à-dire que si j'engage des dépenses aujourd'hui, mais que je n'ai pas encore conclu de contrat, dans ce cas, ces dépenses ne pourront potentiellement pas être éligibles au SICO. Le deuxième point, c'est que la facturation entre cet organisme de recherche et de diffusion des connaissances et la société cliente doivent nécessairement être facturées au coût de revient. On est véritablement sur un partenariat, sur une collaboration entre ces organismes et la société qui va bénéficier de ce crédit d'impôt. Donc, il ne faut pas que les coûts soient majorés. Ensuite, autre condition, il faut qu'il y ait une répartition effective et très claire entre les charges qui sont supportées par l'entreprise et par cet organisme pour s'assurer finalement de qui fait quoi, qui supporte quoi dans les dépenses qui seront prises en compte dans le cadre du crédit d'impôt SICO. Et enfin, il faut bien sûr qu'une part des dépenses reste à la charge du SICO. Donc, 10% doivent au moins rester à la charge du SICO, 90% pouvant être pris en charge par l'entreprise, la société, en collaboration. Alors, une fois que j'ai rempli l'ensemble de ces conditions, quel est le taux de ce SICO? Puisque finalement, c'est ce qui nous intéresse, et combien je vais pouvoir imputer sur ma base imposable. Donc, le taux sera de 40% et il sera même augmenté à 50% pour les sociétés qui répondent aux critères de PME au sens communautaire. Ces dépenses sont plafonnées. Elles sont plafonnées à une limite globale d'un montant de 6 millions d'euros, auquel on retirera bien sûr les aides publiques qui auront été versées. Et ce qui est important, c'est aussi que, au-delà du SICO, tous les brevets, notamment qui pourraient être déposés à l'issue de ce SICO, ne peuvent pas faire l'objet d'un dépôt seul par la société cliente, mais parce qu'il s'agit véritablement d'une collaboration entre l'organisme public de recherche et diffusion des connaissances et la société. Et donc, ce sera un dépôt potentiellement partagé, commun, voire une absence de dépôt, en tout cas par la société cliente de ce SICO. Donc, un véritable enjeu avec un taux important
de ce SICO qui va permettre finalement de compenser la suppression, dans le cas du crédit d'impôt, recherche classique, du doublement des dépenses des organismes agréés publics qui intervenaient jusqu'alors. Donc de belles mesures qui sont prévues pour cette actualité. Alors moi, je ne vois plus l'écran. C'est bon, pardon. Voilà. Et donc, oui, vas-y, je t'en prie. Non, pardon. Non, voilà, du coup, je pense que ce sont de belles perspectives, mais qui risquent d'être un petit peu contrebalancées par d'autres mesures un peu contraignantes, notamment en termes de fiscalité indirecte. S'il n'y a pas de questions sur le nouveau CICO, mais elles viendront sans doute avec le temps et la mise en œuvre, nous vous proposons de faire un petit tour de l'actualité en fiscalité internationale avec une mesure comprise dans la loi de finances, qui est une bonne mesure, qui va dans le bon sens, et un petit peu un tour d'actualité pour avoir une connaissance de ce qui se profile sur la scène internationale et les chantiers qui vont en découler. Première mesure, elle est dans la loi de finances, elle concerne les retenues à la source sur les redevances et les dividendes, et par cette mesure, la loi de finances pour 2022 va mettre en conformité avec le droit européen les modalités de calcul des retenues à la source qui sont supportées par les sociétés non résidentes bénéficiant de redevances ou de dividendes de source française. Cette évolution législative, elle fait suite à plusieurs décisions récentes par laquelle le Conseil d'État a jugé, contraire au droit de l'Union, le fait qu'on calcule les retenues à la source sur une assiette brute. Et désormais, pour les redevances et les dividendes, on va pouvoir calculer, ces retenues, sur une base nette des frais et charges. Alors c'est un petit peu plus compliqué qu'une application, directe. Pour les retenues à la source, redevances et dividendes, dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022, les bénéficiaires de ces revenus vont pouvoir demander, postérieurement au versement de la retenue à la source, sa restitution partielle, à hauteur, je vais vous mettre le slide après, à hauteur, de, la différence entre le montant de cette imposition et celui déterminé à partir d'une base nette des charges d'acquisition et de conservation directement rattachées à ces revenus, redevances et dividendes. Cette restitution, c'est une restitution qui est donc a posteriori et qui est soumise au respect d'un certain nombre de conditions, notamment que le bénéficiaire des revenus soit pas une société personne et qu'il soit établi dans un État membre de l'Union européenne ou, de l'espace économique européen. Pour la retenue à la source sur les dividendes et uniquement celle-là, la demande de restitution, elle sera également ouverte aux bénéficiaires dont le siège sera hors de l'Union, mais à condition que, la participation dans la société distributrice, ne lui permette pas de participer de manière effective au contrôle de cette société. Il s'agit donc de détention très minoritaire. Autre condition, les charges d'acquisition et de conservation dont on parle, seraient déductibles si le bénéficiaire était situé en France. Et dernière condition, il faut que les règles d'imposition dans l'état de résidence du bénéficiaire ne lui permettent pas d'imputer la retenue à la source pour qu'on ne puisse pas, bénéficier 2 fois du même avantage. Cette procédure de restitution base nette, elle s'applique donc aux retenues à la source versées, aux dividendes et redevances versées à compter du 1er janvier 2022. Mais cette mise en conformité, elle légitime, elle vient appuyer, heu, les demandes de réclamation contentieuse pour les retenues à la source acquittées avant le 1er janvier 2022, sur le fondement de la jurisprudence, du Conseil d'État. Donc des opportunités de restitution, hein, à examiner également. Par ailleurs, à côté de cette procédure de restitution a posteriori, une règle particulière est prévue pour les bénéficiaires de redevances, qui pourront bénéficier immédiatement, lors du prélèvement de la retenue à la source, d'un abattement forfaitaire de 10. Heu, pour bénéficier de cet abattement forfaitaire de 10, il faudra que le bénéficiaire ait son siège, dans, un État membre de l'Union européenne. Et bien évidemment, lorsque le montant des charges réelles sera supérieur au montant de l'abattement forfaitaire, alors on pourra recourir à la procédure générale de restitution base nette nouvellement créée dont, nous venons de parler. Alors à présent, je vous propose de faire, un tour, rapide,
des grandes réformes de la fiscalité internationale qui se profilent, et qui proviennent soit de l'OCDE, soit de l'Union européenne. Le la 1re grande réforme, c'est celle qu'on appelle BEPS 2.0. BEPS 2.0, c'est la réponse, de l'OCDE et de 137 États, membres du cadre inclusif de l'OCDE à la question de comment réformer les règles de la fiscalité internationale pour résoudre, les défis fiscaux qui sont soulevés par la numérisation de l'économie. En octobre 2021, plus de 130 pays donc du cadre inclusif de l'OCDE ont signé une déclaration qui finalise l'accord politique qui avait été conclu en avril. Hem, Cette, grande réforme, elle contient 2 piliers. Un pilier 1 qui va permettre d'imposer les profits des multinationales là où elles réalisent leur activité, leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire là où se trouvent leurs consommateurs et même si elles n'y sont pas implantées. Donc c'est un nouveau concept d'imposition dans le pays des consommateurs, hem, qui n'est plus celui qu'on considère comme désormais dépassé du lieu d'établissement de la société. Qui sera concerné? Heu, un très petit nombre d'entreprises vont être concernées. On les évalue à environ une centaine, dont 10 groupes français. Ce seront les multinationales dont le chiffre d'affaires mondial dépasse 20 milliards d'euros et dont la rentabilité, c'est-à-dire le ratio bénéfice avant impôt sur chiffre d'affaires, sera supérieur à 10 à 10. Concrètement, ça vise tous les secteurs de l'économie, pas seulement les géants du numérique, mais surtout, les secteurs du luxe, de la cosmétique, de la pharmacie. Heu et ce seuil de chiffre d'affaires, de 20 milliards d'euros, il va être progressivement abaissé. Une baisse à 10 milliards d'euros est déjà prévue. Quelle fraction de bénéfice va être allouée au pays des consommateurs? Ça sera 25 du bénéfice résiduel, c'est-à-dire celui qui est au-dessus du ratio de 10. Au-dessus du ratio de 10, 25 de l'excédent sera attribué au pays des consommateurs et réparti entre ceux-ci au moyen d'une clé de répartition qui sera, elle, fonction du chiffre d'affaires dans chaque juridiction. Donc un pilier 2 qui, nécessitera d'être, mis en place par une règle, par une convention, multilatérale, qui est prévue pour, être en place dès, 2022. Et ça entraînera la fin, coordonnée des taxes sur les services digitaux pour les pays qui, comme la France, en avaient mis place une. 2e, pilier, de BEPS 2.0, l'instauration d'un, taux minimum d'imposition mondial. Donc ce pilier, qui est dit, le pilier 2, il implique que des règles soient adoptées dans le droit interne de chacun des pays du cadre inclusif, hem, pour prévoir, que, on sera assujetti à un impôt supplémentaire l'entité mère, ultime du groupe qui va devoir supporter un impôt complémentaire pour porter le taux, des, revenus qui sont faiblement imposés dans une juridiction à 15. Et si dans le pays, où est située cette entreprise, ultime, cette règle n'existe pas, n'a pas été mise en place, il y a un filet de sécurité et une règle dite, des paiements insuffisamment imposés qui refusera la déductibilité ou un système équivalent, sera prélevé lorsque, l'entité constitutive ne sera pas assujettie à un impôt, au titre de la première règle. Ces règles, elles ont le statut d'une approche commune. Ça veut dire que, les pays membres du cadre inclusif ne sont pas tenus de les adopter, mais s'ils le font, ils doivent le faire comme l'OCDE l'a dit. En France, la situation, elle est un petit peu différente puisque, nous sommes membres de l'Union européenne et que, la Commission européenne a publié le 22 décembre une proposition de directive qui transpose de façon très fidèle les règles qui sont proposées par l'OCDE. Et cette proposition de directive, qui a de bonnes chances d'être adoptée puisque même si l'unanimité est requise, tous les pays de l'Union européenne, à l'exception de Chypre, sont membres du cadre inclusif, donc ont déjà préaccepté, les règles. Cette transposition, elle devrait intervenir en 2022 pour une entrée en vigueur en, 2023. Donc, ces piliers 1 et 2,
2 qui est plus proche de nous. Et ce que j'ai oublié de vous dire, et j'en suis désolée, c'est que ce pilier 2, il est beaucoup plus large, puisqu'il va concerner tous les groupes qui réalisent un chiffre d'affaires, d'au moins 750 millions d'euros de façon consolidée, c'est-à-dire tous les groupes qui sont déjà soumis à la déclaration, dite, pays par pays, le CBCR. Donc voilà les 2 réformes qui se profilent, dans un avenir extrêmement proche. Un petit peu peut-être, plus près de nous, à côté de ces règles pilier 1 et pilier 2 qui réforment la fiscalité internationale, mais au niveau des règles de territorialité et d'allocation de l'impôt, dont le but est de s'assurer que chaque entreprise paie sa juste part d'impôt. Cet objectif, il est complété d'un autre objectif, qui est le renforcement des règles de transparence, et on voit fleurir tout un tas de législations, qui renforcent cette transparence, et des législations qui viennent soit de l'OCDE, soit de l'Union européenne. Il y a 2 nouvelles inflexions, c'est que, heu, les administrations fiscales vont recourir également à des tiers de confiance, et les plateformes deviennent un tiers de confiance de l'administration fiscale, puisque la loi de finances pour 2022 vient de transposer la directive dite d'ACCET, qui instaure un mécanisme, harmonisé de déclaration et d'échange automatique entre les États membres d'informations relatives aux revenus qui sont générés via les plateformes. À compter de 2023 pour laisser les entreprises comment dire? S'adapter. Un opérateur de plateforme, qui met en relation des utilisateurs résidant de France ou d'un autre État membre, avec, en vue de la fourniture du la d'un service, la vente d'un bien, la location d'un mode de transport ou d'un bien immobilier, va souscrire auprès de l'administration française une déclaration relative aux opérations qui sont réalisées par son intermédiaire, par les vendeurs et les prestataires de services. L'idée, c'est pouvoir pré-remplir la déclaration des utilisateurs résidents et transmettre aux autres États membres des éléments sur les revenus imposables de leur vente des vendeurs ou des prestataires, ou des états de situation de l'immeuble, pour leur permettre d'avoir des informations sur les revenus qui transitent par les plateformes. Heu et on devra notamment déclarer, tout un tas d'informations qui identifient l'opérateur, le vendeur, le montant de la transaction, les frais qui sont facturés par la plateforme, le nombre de transactions, l'adresse des biens immobiliers. Donc on comprend aisément qu'en pratique, l'effectivité de cette mesure, elle va supposer une coopération accrue entre les vendeurs, les prestataires et la plateforme, et d'autant que l'opérateur devra vérifier la fiabilité des informations, collectées. À défaut, il sera passible d'une amende forfaitaire plafonnée à 50 000 €, qui pourra également être accompagnée d'une publication, de son nom sur une liste dite des opérateurs non coopératifs. Donc à la fois des sanctions financières et aussi des sanctions, réputationnelles. Donc les plateformes doivent se préparer dès à présent à devenir un tiers de confiance de l'administration. Ça, c'est pour 2023. Ce qui se profile également, c'est, l'obligation, heu, d'avoir à mettre à la disposition du public un certain nombre d'informations. Parce que dans la composante transparence, la société civile demande aussi des comptes aux entreprises, et les données fiscales de l'entreprise vont devenir publiques. Ça fait l'objet d'une obligation dite, de CBCR public, qui, qui est prévue dans une directive qui va, devoir être transposée avant, juin 2023, et qui institue pour les entreprises dont le chiffre d'affaires total consolidé dépasse 750 millions d'euros. Vous voyez que c'est toujours ce seuil qui est désormais retenu, vont être dans l'obligation de publier et de rendre accessibles des informations qui sont relatives à l'impôt sur les sociétés dû et acquitté, séparément dans chaque État membre, mais aussi dans les États tiers de façon, agrégée. Donc on vous rappelle sur le slide quelles sont, les situations dans lesquelles, on est concerné. Dans ce qui sera, public, il y aura notamment le montant du bénéfice, ou des pertes avant impôt, le montant de l'impôt sur les bénéfices dus au cours de l'exercice, le montant qu'on acquitte et le montant des bénéfices non distribués. Donc, tout un tas, d'informations. Les entreprises pourront obtenir un report de la divulgation d'une ou plusieurs informations quand ça porterait gravement atteinte à leur, position commerciale.
Mais c'est seulement un report, puisque les informations devront néanmoins être publiées dans un délai de 5 ans, et il faudra motiver la raison pour laquelle on ne peut pas mettre à disposition du public ces informations. Donc ça c'est une réforme qui va devoir être transposée, qui se profile également à un horizon assez proche. Dernier projet, de la Commission européenne, le projet dit ATA 3. Là, la Commission s'attaque à l'utilisation de sociétés dites écrans au sein de l'Union européenne. C'est une obligation de transparence également, qui va faciliter la détection, par les autorités fiscales de l'utilisation qu'elles considèrent comme étant abusive d'entités écrans. C'est un système un petit peu, différent, assez novateur, par laquelle l'entreprise fait d'abord un autotest, puisqu'elle va, regarder, si un certain nombre de critères, sont satisfaits, et si ces critères sont satisfaits, elle devra, communiquer chaque année des informations supplémentaires à l'administration, qui seront autant d'indicateurs de substance que, l'administration examinera et indiquera, si elle considère au regard de ces indicateurs que l'entité est une société écran ou non. Et si la société est considérée à regard de ces indicateurs de substance comme une entité écran, alors elle se verra refuser certains avantages fiscaux dont elle aurait bénéficié en application des conventions fiscales et des directives. Donc par exemple, la directive Murphy pour, les dividendes ou, la directive sur les redevances. Cette directive, elle va devoir être, transposée une fois qu'elle aura été adoptée avant le 30 juin 2023. Donc on voit tout un tas d'obligations qui se profilent, auxquelles qui sont autant de défis et de chantiers pour les entreprises. Hem, une dernière actualité en matière de fiscalité internationale, la nouvelle convention qui a été signée entre la France et la Belgique, et la grande proximité géographique que vous avez avec la Belgique rend cette actualité d'autant plus, importante. Oui, effectivement. Une nouvelle convention, entre la France et la Belgique, a été signée, donc entre les 2 États, pour une entrée en vigueur, en principe, sous réserve de ratification par les chambres belges et par la France, en 2023, 1er janvier 2023. Alors, sans aller, très loin dans l'exposé de cette nouvelle convention, qui nous attend, parce qu'un webinar sera spécialement dédié sur le sujet, on voulait juste alerter votre attention sur quelques points, finalement. Donc avec côté belge, les impacts sont surtout côté belge, finalement, un retour à la double imposition des dividendes, une imposition aussi spécifique en matière d'IFI qui est visée cette fois-ci par la convention fiscale, et côté français, et je terminerai sur ce point-là pour qu'on et on développera lors du prochain webinaire spécifiquement dédié à cette convention, un allongement de la durée de conservation des participations substantielles, et donc finalement un allongement de nouveau de la durée de l'exit tax pour des Français, résidents français, qui viendraient à déplacer leur résidence fiscale en Belgique à partir de demain. Qui passerait donc de 2 ans ou 5 ans, selon la valeur actuelle du patrimoine, à 7 ans. Donc voilà, des mécanismes qui sont pas véritablement favorables, en tout cas à première lecture de cette convention. Voilà, mais nous y reviendrons déjà quant à sa ratification et surtout à son contenu dans un webinaire très prochainement, que je vous invite bien sûr à suivre chacun. Sophie, de ce Oui. fait, on va passer à la fiscalité, indirecte, et on va, laisser, Arnaud et Pierre, nous guider dans les méandres des grands chantiers qui se profilent, pour les entreprises. Bien volontiers. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Parfaitement. C'est parfait? Impeccable. Oui. Hop. Hop. Le premier chantier, en fait, va porter sur, la facturation électronique. Donc c'est un chantier effectivement dont vous avez tous entendu parler, dont l'impact est énorme dans l'organisation des entreprises,
et qui, pour rappel, vise évidemment, côté administration fiscale, à lutter contre la fraude à la TVA. L'administration fiscale française, elle a quand même quelques excellents, exemples en ligne de mire, puisque un certain nombre de pays, comme notamment l'Espagne ou l'Italie, sont passés à la facturation électronique, d'ailleurs à des rythmes, extrêmement accélérés et avec, des succès, mis en avant par les gouvernements de ces États. L'Italie a publié récemment, les surplus de recettes en matière de TVA, qu'elle attribue à la mise en place, de la facturation électronique. C'est absolument, c'est énorme en fait, ça se chiffre en milliards. Donc évidemment l'État français veut absolument s'arc-bouter sur cette réforme et la faire entrer en vigueur aussi vite que possible. Alors pour autant, le calendrier n'est pas aussi serré qu'il a pu l'être en Italie, puisqu'en Italie, ça s'est fait en 2 ans, ce qui est complètement incroyable, hein, mais ça s'est fait avec une réelle efficacité. Et la réforme, en fait, elle tourne autour de 2 notions majeures, le e-invoicing et le e-reporting. Donc, cette législation, elle ne date pas de la loi de finances pour cette année, elle date de la loi de finances pour 2020, hein, mais elle a donc instauré la mise en place progressive d'une obligation de facturation électronique entre tous les assujettis en B2B, business to business, entre assujettis. Donc à compter dès 2024, on va le voir avec le calendrier de la slide suivante. Mais c'est également la mise en place d'un e-reporting, c'est-à-dire une obligation de transmission à l'administration fiscale des données de facturation dans le but de créer à terme des déclarations de TVA pré-remplies. Et on va retrouver dans ce e-reporting, en gros, ce qui n'est pas dans le e-invoicing, c'est-à-dire tout le B2C qui d'ailleurs répond normalement aux obligations récentes de système de caisse, également un certain nombre d'opérations exonérées, typiquement les exportations qui ne sont pas grevées de TVA et qui ne passeront pas dans le invoicing passeraient dans le e-reporting. Donc, ça a un impact sur le cycle de vie des factures, puisque les entreprises devront transmettre à l'administration les données de la facture tout au long du cycle de vie, achat et vente. Et ça passe, cette réforme, au niveau de l'administration, par la mise en place de plateformes privées, immatriculées en tant que plateforme partenaire et qui cohabiteront avec une grande plateforme publique, un espèce de super Chorus Pro, hein, pour ceux qui ont déjà utilisé Chorus pour les facturations à des entités publiques. Le tout visant à émettre de manière dématérialisée les factures entre assujettis à la TVA et transmettre en même temps les données de e-reporting à l'administration fiscale. Le modèle qui a été choisi est dit en Y, hein, c'est-à-dire en fait chaque entreprise va, sous un format qui sera le sien, balancer les informations à une plateforme qui va, comme ça, en Y, rassembler toutes ces informations pour ensuite les faire suivre en un flux à la plateforme publique et ainsi transmettre in fine au destinataire de la facture, donc en assurant finalement, grâce à cette plateforme, la transformation des données en une vraie facture normée électronique. Donc, le calendrier de la réforme est ambitieux, je vous le disais, puisque toutes les entreprises, pour être clair, toutes les entreprises sont concernées à compter du 1er juillet 2024, puisque au 1er juillet 2024, c'est l'obligation de réception qui est mise en œuvre. Toutes les entreprises doivent être à cette date en mesure de recevoir une facture électronique. Et comme évidemment, pour chaque entreprise, d'autres entreprises auront eu entre-temps l'obligation assez vite de passer à la facturation électronique à l'émission et que beaucoup utilisent déjà la facture électronique en ETI à l'émission, il faudra être capable, dès le 1er juillet 2024, de recevoir ces factures-là. 1er juillet 2024, c'est aussi l'obligation d'émission pour toutes les grandes entreprises de factures électroniques. 1er juillet 2025, là on voit que c'est par catégorie d'entreprise, ce sont les ETI qui seront soumises à cette obligation à l'émission. Et puis enfin, toutes les entreprises, pour l'émission des factures, devront émettre en électronique au 1er janvier 2026, en ce inclus les PME et les TPE. Encore une fois, l'idée de la plateforme, c'est comme chaque PME ou TPE n'aura pas les moyens forcément de mettre en œuvre informatiquement un système informatique
adéquates, complexes, elles transmettront des données à des plateformes qui, elles, transformeront la donnée en facture électronique conforme. Donc, vous voyez, c'est extrêmement ambitieux. 1er juillet 2024 pour l'obligation de réception, c'est demain. En fait, ça implique donc de commencer dès aujourd'hui à travailler avec les services informatiques, les comptables, les fiscalistes dans l'entreprise pour assurer de pouvoir répondre à cette obligation. Obligation qui sera sanctionnée par des pénalités, hein, vous les voyez ici. Non-respect du invoicing, 15 € par facture, limité à 15 000 par année civile. Ensuite, on a non-respect du e-reporting également, hein, qui sera assez durement sanctionné. Et puis des amendes pour les plateformes partenaires qui ne respecteraient pas effectivement les normes. 2 nouvelles mentions sur les factures sont ajoutées, hein, au plan fiscal. Numéro sirène du vendeur, numéro sirène de l'acheteur. Obligation de mentionner l'option du paiement sur les débits, ce qui n'était plus une obligation depuis un moment. Et la nature de l'opération, vente ou prestation de service, doit également être indiquée. Ce qu'on exclut des 2 dispositifs aujourd'hui sont les importations, puisque ça, c'est soumis à un régime un peu particulier de TVA. Tout ce qui est exonéré au titre des activités médicales, les opérations bancaires et financières, ça échappe par tolérance à cette réforme. Et ce qui est relatif à la sécurité nationale, parce que là, on ne voudrait quand même pas que des factures trop précises sur des sujets d'armement ou autres circulent dans la nature à travers des plateformes. Et les formats retenus, eh bien, ce seront des formats maintenant purement électroniques. Donc, terminer le PDF, on veut des formats avec des données structurées à la source, donc des formats UBL, des formats Facture X, etc. Et ça, ce sont, pour ceux qui n'auraient pas les moyens de le faire en interne, les plateformes en fait qui s'en chargeront. Point très important, la piste d'audit fiable reste obligatoire. On espérait que comme la piste d'audit fiable était exigible là où on n'avait pas précisément aujourd'hui la facture électronique, l'obligation sauterait à compter de 2024, 25, 26. Eh bien, ce n'est pas le cas. L'administration trouve que c'est plutôt pas mal, en fait, cette piste d'audit fiable pour avoir une vision globale des flux dans l'entreprise et contraindre l'entreprise à documenter ses flux. Donc, en fait, l'administration nous a indiqué qu'elle sera conserver cette piste d'audit fiable. Donc en pratique, effectivement, on va avoir avec ce e-reporting notamment un mode temps réel sur la facturation qui ne permettra plus d'apporter des corrections manuelles en dehors du système. Donc ça implique de revoir nécessairement les process TVA et de les automatiser, terminer la petite facture qu'on sort en bidouillant dans le système pour arriver à faire plaisir à un acquéreur qui typiquement veut y voir telle mention ou telle chose. Donc, il faut prioriser ça assez vite parce qu'effectivement, c'est un assez gros travail et ça passe aussi donc par une revue vraisemblablement des codes et des paramétrages en matière de TVA. Donc, voilà, très, très grosse réforme qui est un chantier que le fiscaliste ne peut pas faire tout seul. C'est un mélange DSI, compta, fisca, parfois même logistique pour un certain nombre de flux et à mon avis, a commencé effectivement très, très tôt. Une autre réforme cruciale également, hein, c'est celle du e-commerce. Réforme qui n'est pas rentrée en vigueur là au 1er janvier 2022, mais qui date en fait d'il y a 6 mois, puisque c'était le 1er juillet qu'elle est entrée en vigueur. Je crois que c'est toi, Pierre, qui en dit un mot. Oui, parfait. Merci Arnaud. Merci beaucoup. Oui, effectivement, donc la réforme sur le e-commerce, hein, je vais vous passer ça rapidement. Effectivement, c'est un sujet qui est d'actualité, mais plus de l'année dernière, puisque effectivement, comme Arnaud le précisait, elle est entrée en vigueur au 1er juillet 2021. Et on abordera. Pardon, je n'ai plus le support à l'écran. Excusez-nous, on va juste vous remettre le support. Parfait, merci. Et donc, je vais vous parler donc du régime des ventes à distance et de la réforme également de la TVA à l'importation. Sur le premier point, le régime des ventes à distance, je reprends une expression qu'a utilisée Marie-Pierre tout à l'heure et qui s'applique bien là dans ce cas-là, c'est de dire qu'on cherche à mettre en place une taxation au lieu de consommation des produits. Et là, c'est parfaitement le cas en matière de TVA quand on parle du régime des ventes à distance.
Là où précédemment, avant le 1er juillet 2021, vous aviez un régime de TVA qui dépendait en fait de seuils, des seuils qui étaient différents selon les États concernés. Donc, c'est-à-dire qu'un vendeur français qui commercialisait des produits auprès de consommateurs situés dans différents États membres de l'Union européenne devait rechercher les seuils applicables dans chacun de ces États pour voir s'il devait appliquer la TVA locale ou appliquer la TVA française. Donc, c'est les exemples que vous avez à l'écran, hein. Par exemple, en Allemagne, le seuil était de 100 000 euros. Donc, dès lors que notre vendeur français ne dépassait pas un montant de vente de 100 000 euros, il appliquait toujours de la TVA française. À l'inverse, lorsqu'il dépassait le seuil dans un État, il devait appliquer la TVA locale, ce qui signifiait qu'il devait s'y immatriculer, collecter la TVA et la reverser à l'administration fiscale locale. Donc, vous comprenez bien la difficulté de ce régime lorsqu'on avait des opérateurs en fait, qui commercialisaient dans une vingtaine d'États membres. Ça signifiait un suivi important de chaque seuil et surtout des obligations locales coûteuses et un temps administratif assez important. L'idée de la réforme, donc, c'est de mettre à plat l'ensemble de ces seuils pour tous les États membres de l'Union européenne et d'appliquer un seuil unique de 10 000 euros. Donc, je précise tout de suite, puisqu'on a eu beaucoup la question lorsque le texte est paru et la réforme s'est mise en œuvre, c'est un seuil qui s'applique pour l'ensemble des opérations. C'est-à-dire que si vous commercialisez, une entreprise française commercialise 5 000 euros auprès de consommateurs espagnols et 6 000 euros auprès de consommateurs italiens, elle dépasse le seuil de 10 000 euros. C'est un seuil qu'on apprécie globalement. Et donc, dès lors qu'on dépasse ce seuil, on applique systématiquement la TVA du lieu de consommation des produits. Donc, si je reprends mon exemple précédent, avec des montants de vente similaires, notre société française va devoir appliquer la TVA allemande, irlandaise et dans chaque pays de l'Union où elle commercialise ses biens. Forcément, pour accompagner les opérateurs et faciliter les démarches de collecte et de reverse de la TVA, on se devait d'avoir à disposition un outil efficace pour l'ensemble de ces démarches. Et c'est l'objet de la mise en place donc, de ce qu'on appelle le guichet unique, l'OSS, One Stop Shop, qui est donc utilisé par l'opérateur français pour déclarer et reverser la TVA collectée de chaque État dans lequel il commercialise ses produits. Alors, on précise que c'est bien optionnel, puisque vous comprenez bien que notre vendeur français qui auparavant devait s'immatriculer dans un État a toujours la possibilité de conserver son numéro de TVA local et d'y collecter localement la TVA et de la reverser lui-même à l'administration locale. Mais force est de constater que l'utilisation du guichet unique favorise quand même énormément les entreprises et permet également à l'entreprise française, à l'opérateur français, de ne plus avoir à émettre de factures à destination du consommateur local. Donc ça, c'est le premier point, hein. Donc cette réforme des ventes à distance qui est applicable depuis le 1er juillet 2021. On a beaucoup de clients qui ont été concernés. On avait fait un tour complet du sujet. D'ailleurs, en voyant la liste des invités aujourd'hui, je vois que c'est peut-être une redite pour certaines personnes, mais on avait beaucoup évoqué le sujet au printemps dernier. Et c'est assez bien maîtrisé par les opérateurs en général. Le deuxième point qu'on voulait évoquer rapidement avec vous aujourd'hui, c'est le point qui concerne les importations. Et là aussi, une réforme importante, hein. Et l'objet, là, Arnaud en parlait tout à l'heure, l'objet, effectivement, de toutes ces réformes, hein, c'est d'améliorer la collecte de TVA et de lutter contre la fraude à la TVA qui représente des montants colossaux en Europe. Et donc, effectivement, l'administration française est fortement intéressée par la correction de toutes ces fraudes et tous ces régimes qui n'étaient parfois pas assez efficaces. Et donc, en matière d'importation, auparavant, très rapidement, vous aviez en fait une exonération de TVA à l'importation pour les envois dits de faible valeur. Donc, dès lors qu'une marchandise avait une valeur inférieure à 22 euros, vous aviez une exonération de TVA lorsque le produit était importé en Union européenne. Le problème, c'est que cette exonération spécifique a créé une situation de fraude généralisée et de concurrence déloyale, dès lors que vous aviez le marché européen qui était inondé par des produits importés pour lesquels, in fine, aucune TVA n'était collectée à l'importation, puisqu'ils étaient systématiquement déclarés comme étant d'une valeur inférieure à 22 euros. Ensuite, sur le point des droits de douane, je le précise tout de suite, on ne rentrera pas dans le détail, les droits de douane s'appliquent aux marchandises qui ont une valeur supérieure à 150 euros. Donc, cette exonération de TVA a créé, donc je disais, un système de fraude et de
manque à gagner en termes de TVA qui est colossal. Au 1er juillet 2021, cette exonération spécifique a été supprimée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour le dire très simplement, dès lors qu'un bien entre en Union européenne, qu'il ait une valeur supérieure ou égale à 22 €, peu importe, la TVA à l'importation sera due. Ce qui va donc entraîner nécessairement une forte augmentation du volume des produits qui sont soumis à la TVA à l'importation. Et cette suppression de cette exonération donc, doit être contrebalancée par des nouvelles options pour payer la TVA à l'importation. C'est ce qu'on va voir juste après dans le slide suivant. Très important également, au 1er juillet 2021, une nouvelle catégorie d'importation a été créée. C'est ce qu'on va appeler les ventes à distance de biens importés. Et là, vous comprenez très bien que c'est fortement d'actualité avec la numérisation de l'économie et le e-commerce. C'est-à-dire que vous avez des vendeurs en France, très concrètement, qui vont vendre des produits à des consommateurs en France ou dans d'autres États de l'Union européenne, des produits qui sont livrés directement depuis des États non membres de l'Union européenne, donc des fournisseurs hors UE. Et ces fournisseurs donc, vont livrer directement les consommateurs. L'idée, c'est lorsqu'on a recours à ce schéma-là, on va s'interroger on va réformer le régime pour s'assurer que la TVA soit bien collectée dans les États dans lesquels sont situés chacun des consommateurs. Donc, je l'ai dit, à l'importation, la suppression de l'exonération pour les envois de faible valeur va entraîner une augmentation importante du nombre de produits qui seront soumis à la TVA. On va pouvoir aujourd'hui collecter cette TVA via différentes possibilités. Et on va créer ce qu'on appelle un deuxième guichet unique. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du guichet unique pour les ventes à distance. Là, tout de suite, on va évoquer le guichet unique pour les importations, le Import One Stop Shop. C'est-à-dire que, afin de collecter la TVA sur les produits qui sont importés, l'opérateur a plusieurs possibilités. Pour les envois inférieurs à 150 €, 150 €, vous vous souvenez, c'est le seuil pour l'application des droits de douane, l'opérateur a la possibilité donc d'utiliser ce nouveau guichet unique, IOSS, afin d'y déclarer sa vente et de reverser la TVA. Donc la TVA est directement collectée via ce guichet unique. L'envoi du colis du produit se fait au consommateur directement sans TVA, puisqu'elle a déjà été collectée via le guichet. L'opérateur a également la possibilité de ne pas utiliser le guichet et de faire collecter la TVA auprès du consommateur directement par le déclarant en douane. C'est le cas lorsqu'on fait recours à un prestataire postal ou les sociétés qui expédient les colis. Enfin, l'opérateur peut toujours se déclarer en étant importateur et lui-même reverser la TVA lors des opérations d'importation et de dédouanement. Précision, pour tous les envois de colis qui ont une valeur supérieure à 150 €, il n'est pas possible d'utiliser ce nouveau guichet unique. L'opérateur devra donc effectuer une déclaration complète avec le paiement de la TVA et les droits de douane qui s'accompagnent. Enfin, le dernier point qu'on voulait évoquer dans cette réforme du e-commerce, c'est le rôle actuel, antérieur plutôt, pardon, et le rôle actuel qu'ont maintenant les plateformes au regard de leurs obligations de TVA. Donc auparavant, ce qu'on avait très schématiquement, c'est un fournisseur qui passait par une plateforme de vente et qui vendait directement ses produits aux consommateurs UE. Le vendeur était le seul redevable de la TVA sur la vente qu'il effectuait aux clients particuliers. Sauf que le volume très important des vendeurs qu'on avait qui utilisaient ces plateformes rendait difficile l'application de la perception de la TVA par les administrations. On a tous en mémoire ces articles d'actualité qui datent d'il y a 1 ou 2 ans des Échos ou du Monde, etc., qui s'inquiétaient du nombre de vendeurs non immatriculés à TVA qui étaient sur Amazon ou sur toutes ces plateformes. Donc, ça avait fait un peu grand bruit. Le sujet, c'est aujourd'hui de s'interroger sur leur rôle et effectivement de voir comment est-ce qu'on peut au mieux les intégrer dans le système de collecte de TVA pour s'assurer que toutes les opérations soient bien soumises à TVA. Et donc, ici, vous avez en schéma les deux situations, les deux scénarios dans lesquels, en fait, on va
considérer que les plateformes qui facilitent les ventes sont réputées comme étant les vendeurs des biens directement. Et donc, dans ces situations-là, les plateformes sont redevables de la TVA. Elles peuvent tout à fait utiliser le guichet qu'on a évoqué tout à l'heure, donc le guichet soit des ventes à distance, soit le guichet des ventes à distance de produits importés, donc le guichet OSS ou le IOSS. Et donc les deux cas, très simplement, les deux cas dans lesquels les plateformes vont être considérées comme ayant réalisé la vente sont le premier cas lorsque les livraisons de biens dans l'Union européenne sont réalisées par un fournisseur qui n'est pas établi dans l'Union européenne. Et ensuite, lorsque on est dans le cadre des ventes à distance de biens qui ont été importés et qui ne dépassent pas 150 €. Et les biens, vous l'avez compris dans ce deuxième schéma, viennent en dehors de l'Union européenne. Et très important également, le vendeur reste toujours responsable également solidairement du paiement de la TVA. En synthèse, donc on vous a repris les 4 éléments. Je vous ai parlé des responsabilités des plateformes, de ces 2 nouveaux guichets, donc le guichet pour les ventes à distance de biens intracommunautaires et le guichet pour les ventes de biens importés. C'est une réforme significative sur la TVA, forcément une augmentation importante du rôle des intermédiaires, donc des plateformes, dans le cadre dans les opérations de collecte de TVA. Et enfin, surtout des process à revoir pour les entreprises afin d'intégrer ces deux nouvelles composantes qui sont très opérationnelles in fine. Et on le voit aussi aujourd'hui tous les jours avec nos clients qui font du e-commerce, mais généralement, c'est des points qui ont bien été anticipés, mais pour lesquels on a assez peu de difficultés en pratique. Merci Pierre. Une autre réforme extrêmement importante qui s'applique celle-là au 1er janvier 2022. Je vais essayer d'être plus synthétique parce que je vois que le temps s'écoule. C'est la réforme de l'autoliquidation de la TVA à l'importation. Bon, c'est lié en un mot au transfert des compétences de l'administration des douanes à l'administration fiscale. L'idée est que dorénavant, et c'est mieux en termes de trésorerie évidemment, le principe est que la TVA est auto-liquidée pour les importations et non plus payée entre les mains du douanier, avec en plus une déclaration TVA qui va être pré-remplie de cette TVA à l'importation, que donc il faudra évidemment vérifier en tant qu'assujetti. Moi, j'y vois personnellement un avantage, c'est que c'est plus le douanier qui s'occupe de ça. Et franchement, le douanier en matière de TVA, je suis ravi qu'on lui retire un certain nombre d'obligations qu'à mon avis, auxquelles il ne répondait pas forcément très bien et qui se consacre et se concentre sur les vraies problématiques douanières. Le douanier, attention, reste compétent pour l'assiette de la valeur en douane, évidemment, la perception des droits de douane, mais le contentieux TVA qui est lié passe maintenant à l'administration fiscale. C'est une bonne chose, selon moi. Un mot également pour vous parler du groupe TVA. Là, vu le temps qui s'écoule, je propose de ne pas y rentrer dans le détail, mais sachez que le groupe TVA va s'appliquer au 1er janvier 2023 pour peu que avant octobre, on ait déposé des options. L'idée là, c'est que à certaines conditions, entre entités d'un même groupe, on puisse former un seul et unique assujetti afin de neutraliser la TVA sur tous les flux internes au groupe. Donc, ça présente aujourd'hui, c'est certain, un avantage pour le secteur bancaire, pour le secteur financier, le secteur mutualiste, assurantiel, à utiliser vraisemblablement avec un petit peu plus de précaution pour les autres secteurs au moment où on se parle. Mais voilà, en tout cas, c'est une belle opportunité qui nous met au niveau des autres pays de l'Union européenne qui avaient déjà un groupe TVA depuis pas mal d'années. L'idée est donc d'améliorer au sein de cet assujetti unique le nombre de flux. Il y en a donc beaucoup moins quand on a mis un groupe. Ça a neutralisé les flux intra-groupes et améliorer les frottements de TVA au sein notamment des groupes qui ont des activités exonérées de taxes. Enfin, j'arrive aux mesures de la loi de finances pour 2022 proprement dite. Il y en a une première qui porte sur les services bancaires et financiers, mais qui intéresse tout le monde parce que finalement, en tant que client, quand la banque va vous facturer des choses, vous allez peut-être, à compter du 1er janvier 2022, vous étonner de voir de la TVA sur les factures. En fait, pour rappel, les activités bancaires sont massivement exonérées.
Jusqu'à présent, il y avait une possibilité pour les banques d'opter à la TVA sur certaines opérations, mais une fois qu'on avait opté, c'est toute la catégorie d'opérations qui indistinctement se retrouvait soumise à la TVA. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les banques ont la capacité d'opter à la carte, opération par opération. Souvent, elles s'étaient structurées avec banque de détail d'un côté sur lesquelles elles n'optaient pas, banque d'affaires de l'autre sur lesquelles elles optaient puisqu'elles facturaient des clients qui pouvaient récupérer la taxe. Là, aujourd'hui, ça peut se faire opération par opération, au cas par cas, dans l'idée, de renforcer l'attractivité de la place financière française, parisienne notamment, et deux, de mettre aussi en conformité le texte avec le droit de l'Union, puisqu'il n'était pas tout à fait raccord. Donc là, les banques vont pouvoir facturer de la TVA plus facilement au cas par cas, au coup par coup, et vous devriez le ressentir sur certaines factures que vous allez recevoir grevées de taxes. Autre mesure de la loi de finances qui là concerne quasi-totalité des entreprises, c'est l'exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens. Alors jusqu'à présent, quand on facture un acompte sur une livraison de biens, la TVA n'est pas exigible, puisqu'elle n'est exigible qu'à la date de la livraison. Donc, ce qui a lieu avant la livraison, donc le versement de l'acompte, n'entraînait pas de collecte de la TVA. C'est toujours le cas jusqu'au 1er janvier 2023, ou plutôt jusqu'au 31 décembre 2022, puisque la nouvelle mesure va mettre 1 an à être mise en place. Mais dans 1 an, c'est déjà acté, par souci de mise en conformité avec le droit de l'Union, puisqu'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes est venu nous dire que la France faisait tout faux depuis 1979, le versement d'un acompte sur une livraison de biens va déclencher la TVA. Donc, dès l'année prochaine, il faut anticiper, et donc il y a 1 an justement pour que les systèmes informatiques puissent être paramétrés correctement, il faut anticiper la facturation de la TVA sur les acomptes de livraison de biens. Alors avec 2 incidences immédiates, les entreprises qui reçoivent la facture pourront déduire plus tôt la TVA dès l'acompte, mais les autres devront, celles qui livrent le bien, devront collecter la TVA plus tôt dès l'acompte également. Important point de paramétrage dans les systèmes pour être bien en conformité avec la mesure dès l'année prochaine. Sous risque, Arnaud, de pénalité de retard en cas d'une collecte retardée. Ah, absolument, bien sûr, avec un risque de pénalité, c'est une chose qu'on ne peut pas ignorer. Donc, au-delà même des pénalités, on pourrait même, à mon avis, de manière un peu systématique, se prendre 40% de manquement délibéré. Sur les taux, voilà, sur les taux, l'idée était de simplifier donc l'application des taux réduits pour l'alimentation humaine et animale. Je passe vite. Un changement sur les obligations déclaratives pour la représentation fiscale. Là, en un mot, l'administration se rend compte que c'est très bien pour faire payer effectivement la TVA typiquement aux vendeurs étrangers qui vendent sur Internet, de leur obliger, de les contraindre à avoir des représentants fiscaux en France. Formidable. C'est encore mieux si les représentants fiscaux sont respectables et ont une assise financière qui leur permettra de payer leur redressement le cas échéant, puisqu'il s'est avéré que pour beaucoup, les représentants fiscaux étaient en fait de simples hommes de paille. Donc là, les conditions sont durcies pour être certain que quand on fait jouer la solidarité du représentant fiscal, on puisse réellement aller récupérer les sous. Voilà. Un changement enfin sur la déclaration d'échange de biens. Là aussi, la France n'était pas exactement raccord avec le droit de l'Union européenne, puisque dans la déclaration d'échange de biens, on mélangeait à la fois les opérations statistiques et les opérations fiscales. On supprime dorénavant la finalité statistique de la DEB pour n'y laisser plus que les opérations fiscales. Et ce, donc, à compter de 2022, avec un pré-remplissage d'ailleurs en ligne qui va être proposé de manière automatique aux entreprises pour ne pas alourdir leurs obligations déclaratives. Donc, 2 déclarations dorénavant, un état récapitulatif des clients pour la TVA et puis à côté, les données statistiques, mais avec un remplissage facilité dès cette année. Voilà. Et bon, on avait prévu un slide sur les redressements un peu à la mode. Juste vous dire attention si vous avez des questions. Alors, Arnaud, juste avant de passer à ça, il y a une question concernant la vente faite à un particulier avec un acompte reçu du particulier. La question est, faut-il délivrer une facture d'acompte? Alors, je pense que c'est sur une vente à distance. Alors, si c'est sur une vente à distance, la réponse est oui, voilà, bien sûr. Ok. Merci Arnaud.
Et donc là, sur cette slide, je passe rapidement parce qu'on est très en retard, voilà, mais j'attire juste votre attention. Gros sujet sur les établissements stables. Et puis, attention, redressement dans les holdings, redressement sur les taux de TVA sur les livres, massivement là-dessus, hein, sur l'édition, et sur les C2E, les certificats d'économie d'énergie. On dit que c'est taxable, on dit que c'est exo, ça dépend. Donc le tout est remonté à Bercy. Voilà, en synthèse. Et les relations avec l'administration fiscale, je crois que c'est Marie-Pierre qui reprend la main. Marie-Pierre, est-ce qu'elle a reconnecté? Marie-Pierre, on ne t'entend pas, c'est peut-être pas la bonne sortie que tu as. Est-ce qu'on a tous été éjectés? Il faut reparamétrer. Sortie 4. Alors, peut-être en attendant que Marie-Pierre règle le son et le micro. Donc, on assiste à une modification des relations avec l'administration fiscale. Marie-Pierre, tu me dis quand c'est bon pour toi. On assiste à une modification des relations avec l'administration fiscale qui, effectivement, jusqu'à présent, était plutôt relation un peu tendue. Et l'objectif, c'est véritablement demain, en tout cas, d'aller vers quelque chose de plus pérenne, notamment pour les entreprises, avec une certaine stabilité qui leur permet finalement de voir cette relation non pas comme un contrôle avec des rehaussements systématiques, mais plutôt d'être dans une communication préalable et qui va garantir un petit peu la sécurité de l'entreprise. Alors, il y a un certain nombre de points que l'on voit déjà avec notamment une relation plus de confiance que l'administration fiscale aujourd'hui essaie de mettre en place, qui va permettre notamment, dans le cadre d'échanges avec l'administration, de sécuriser un certain nombre d'opérations. Alors, en allant jusqu'au rescrit ou non, mais en tout cas, voilà, l'objectif, c'est de garantir, d'aider le contribuable à se positionner quand il a un doute, et puis surtout garantir qu'en cas de bonne foi, finalement, cette bonne foi sera reconnue, ce qui n'est pas systématiquement toujours le cas. Alors, il y a un certain nombre de mesures, donc cette nouvelle relation de confiance qui est mise en place, mais aussi un développement en contrepartie de l'audit fiscal. On le voit avec de plus en plus de digitalisation. Hein. Aujourd'hui, demain, les CA3 seront pré-remplis. Il y a un certain nombre de domaines, notamment les importations, on l'a vu, Pierre nous l'a expliqué, sur la récupération par la compétence de l'administration fiscale. Donc finalement, l'administration fiscale, demain, avec la facturation électronique aussi, sera source d'une grande information, et d'ailleurs plus que la société, le redevable lui-même. Et donc, ce contrôle fiscal va être de plus en plus digitalisé. Et pour autant, l'administration fiscale tente de mettre en place des choses pour sécuriser le contribuable. On a notamment donc déjà le droit à l'erreur, hein, le fameux OUPS qui a été mis en œuvre il y a un certain nombre, il y a quelques années, mais qui reste très récent. On a d'autres mesures, notamment des mesures que l'on voit apparaître dans des contrôles fiscaux, alors qui sont des mesures aujourd'hui qui sont en test dans certaines régions et notamment dans le Nord, avec la fameuse loi ESSOC, qui permet, lorsque vous avez un contrôle sur une période donnée de 3 ans, de ne pas pouvoir être contrôlé plus de X jours. Alors, de mémoire, ça doit être 210 jours, tout contrôle confondu, sociaux, fiscaux, par exemple. Voilà, donc c'est une garantie aussi pour le contribuable de ne pas se retrouver en contrôle fiscal systématiquement et finalement y passer plus de temps qu'autre chose. Donc ça, c'est une véritable garantie qui est en phase test, donc notamment donc, dans le Nord, donc on fait partie de cette phase test, donc qui a vocation justement à assainir et à rendre plus sécurisé aussi et plus pérenne les relations entre l'administration fiscale et le contribuable. Et le gros point, le point majeur quand même, qui n'est pas aujourd'hui une obligation, c'est la mise en place d'un examen de conformité fiscale. Je vais passer le slide.
Fiscal et contrôle. Ouais. Non, mais voilà. Alors, l'objectif de ce slide, l'objectif de cet examen de conformité, finalement, il sert à quoi? Alors, donc aujourd'hui, ça n'est pas une obligation en tant que telle, mais il a pour objectif de garantir finalement une sécurisation déjà de ce que l'entreprise fait d'un point de vue fiscal, de ses retraitements comptables notamment, et le tout avec un œil neuf, puisque finalement, pour contrôler, avant de passer entre les mains de l'administration fiscale lors d'un contrôle, c'est de s'assurer que finalement, même quand on pense avoir bien fait, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Et donc, cet examen de conformité, c'est le fait de passer par un tiers. Alors, ça peut être un expert comptable, ça peut être un avocat, ça peut être un certain nombre de personnes qui sont listées dans cette proposition et qui vont regarder un certain nombre de points pour vous et à la fin, vous attestez si oui ou non vous relevez ou non cet audit fiscal est relevé avec succès. Si c'est le cas, dans ce cas, effectivement, ce tiers qui va regarder vos comptes et vos traitements fiscaux engagés sur un certain nombre de points qui sont listés, qui sont au nombre de 10, notamment les règles de TVA, d'exigibilité, mais encore les règles d'amortissement qui sont appliquées ou les retraitements en matière de provision, par exemple. Donc, sur ces 10 points, le tiers va finalement se prononcer. Est-ce que c'est conforme ou pas? Si ça l'est, il vous remettra une lettre de conformité. Si ça ne l'est pas, il mettra une absence de conformité, enfin une lettre qui expliquera qu'il ne peut pas, qu'il ne se prononce pas. Et donc, dans ce cas, vous ne pourrez pas vous prévaloir de cet examen de conformité. Et ça peut être aussi un document partiel qui va expliquer que sur certains points, oui, c'est conforme, mais peut-être pas sur le reste. C'est un peu moins bien. L'objectif, quand on a cet examen de conformité, cette lettre, ce compte rendu, il peut être transmis donc à l'administration fiscale et ça vous évite des pénalités de retard. C'est le principal point et surtout la bonne foi potentielle que vous pourriez mettre en avant lors du contrôle. Alors, si le tiers s'est trompé et que finalement il y a un point sur lequel on n'est pas complètement, l'administration fiscale n'a pas la même approche et réalise un redressement sur cette partie. Dans ce cas, l'entreprise peut se retourner peut déduire finalement la rémunération qu'elle aura versée au prestataire qui a fait cet examen de conformité, puisque finalement, ça n'a pas garanti, en tout cas pas de manière suffisante, pour éviter un redressement fiscal par l'entreprise réalisé par l'administration fiscale. Voilà. Donc, l'objectif, finalement, c'est quoi? C'est de garantir aux contribuables, d'une part, que ce qu'il fait d'un point de vue comptable et fiscal est correct sur les 10 points listés, et d'autre part aussi de montrer à l'administration fiscale qu'on est finalement de bonne foi, puisqu'on montre nos comptes et nos traitements fiscaux à un tiers qui nous les a validés. Et donc, ça permet aussi, si demain il y a redressement, de se garantir finalement l'absence d'intérêt de retard, notamment pour les redressements qui auraient quand même lieu. C'est quand même un point essentiel parce que finalement, demain, ça va dans la relation avec l'administration fiscale qu'on espère plus apaisée et aussi plus de confiance, ça va amener quand même un petit peu de preuve de bonne foi, parce que jusqu'à présent, bon, il ne faut pas se le cacher, le contribuable redevable est un payeur, un fraudeur en puissance, hein. Donc, voilà, l'objectif, c'est un peu d'inverser la tendance et d'aller vers des relations beaucoup plus apaisées sur ce point. Écoutez, merci avocate pour cette présentation et merci à tout le monde d'être resté connecté malgré ce petit problème technique. En tout cas, vu le nombre de questions, visiblement, les propos ont été très clairs. Mais s'il y a quand même des questions qui viennent après ou en revoyant le webinaire, vous avez les contacts, donc n'hésitez pas à venir vers nos 4 experts.
Écoutez, j'espère que ce webinaire a répondu à vos attentes, même si le format n'était pas celui que l'on souhaitait. Et j'espère que nous pourrons vite nous retrouver au cours d'une matinale, au cours d'une réunion de la PDC ou au cours de conférences KPMG Avocat pour parler d'autres sujets et retrouver des moments ensemble. Écoutez, Damien, sauf si tu veux dire un dernier mot, en tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée. Oui, non, je joins mes remerciements à nos 4 intervenants. C'est vrai qu'effectivement, en physique, c'est toujours plus sympathique. On espère vraiment pouvoir le faire assez vite. Bon, j'avais dit ça l'année dernière, ça a duré une année complémentaire. J'espère que ça y est, c'est fini. En tout cas, voilà, un grand merci et surtout, comme le précise Arnaud, n'hésitez pas si vous avez des questions, de nous les envoyer. Et encore une fois, le support sera disponible sur le site de la PDC. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et au plaisir de vous voir très, très bientôt, j'espère. Au revoir à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir à tous. Très bonne journée. Au revoir.